يعيشك merci Raïd. مرحبا بكم الكل. Donc comme indiqué, je vais parler du populisme de gauche, plus précisément de l'expérience de la France insoumise. Je précise en avant-propos que je suis adhérent à ce mouvement. J'ai essayé d'être le plus, on va dire, distancié possible, mais je précise par honnêteté intellectuelle que je suis membre de la France insoumise depuis 2016, je crois, oui, depuis l'élection présidentielle de 2016. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on voilà, qu'on voit le contexte français, parce que c'est une expérience qui s'inscrit dans un contexte assez particulier à la France et dans une autre dimension à l'Europe. Et après qu'on voit éventuellement les points communs avec les autres expériences populistes. Donc, pour commencer, il y a toujours un contexte personnel. Dans la plupart, pas toutes, mais dans quasiment la plupart, enfin la majorité des expériences populistes, il y a toujours un chef charismatique. Dans le cas de la France insoumise, donc c'est Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle brièvement de qui il s'agit. Donc né en 51 au Maroc. Euh, Arrivé en France en 62. En 72, il adhère à l'Organisation communiste internationale, l'OCI. Il intègre le Parti socialiste en 76. Donc on est au moment où la gauche française, enfin les deux principales forces de la gauche française, à savoir le Parti socialiste et le Parti communiste, s'essayent un programme commun en vue des élections législatives de 77 et de la présidentielle de 81. Euh, il est élu sénateur. D'ailleurs, il était très longtemps le plus jeune sénateur français, de 1986 à 2000, puis de 2004 à 2009. En 2000, il quitte le Sénat pour devenir ministre de- du gouvernement de Lionel Jospin. Un point très important, et on va y revenir, il se positionne pour le référendum de Maastricht de 1992, dans lequel donc le point principal, c'est davantage d'intégration de la France dans le dispositif de l'Union européenne et passant notamment par une monnaie unique, donc on a appelé l'écu dans un premier temps, puis l'euro. Donc ce point-là est très important, j'y reviendrai. Je l'ai déjà indiqué, il a été ministre de l'enseignement professionnel sous le gouvernement de Lionel Jospin entre 2000 et 2002. Euh, donc en 92, en bon adepte de Mitterrand, il a appelé à voter pour donc le, le traité de Maastricht. Mais en 2005, il y a eu un autre traité qui était censé davantage aller vers davantage d'intégration des pays de l'Union européenne au sein donc, du dispositif de l'Union. Et ça passait donc par l'adoption d'une constitution unique à tous les pays européens. Il y a eu une forte mobilisation aussi bien à gauche qu'à droite en faveur et aussi une forte mobilisation en défaveur de ce traité constitutionnel. Donc Jean-Luc Mélenchon a fait partie des personnalités qui ont fait campagne contre le traité constitutionnel. Il quitte le Parti socialiste en 2008, au moment du congrès de Tours, donc il y aura passé une trentaine d'années. Dans la foulée, il fonde le Parti de gauche, avec des personnes qui ont aussi quitté le PS. Et très clairement, c'est là où il commence à développer donc son idée d'une autre gauche, d'une gauche de rupture, et il commence un petit peu à flirter avec les thèses populistes. Lors des élections de 2009, il fait une percée électorale dans ce qu'on va appeler le Front de gauche. Donc, c'est une coalition de plusieurs partis, comprenant le parti de gauche qu'il venait de créer, plus le Parti communiste et un certain nombre de partis d'extrême gauche. Et en 2010, là, il y a un pas de plus qui est fait vers le populisme. Il publie un livre qui s'appelle Qui s'en aille tous.
dans lequel il s'en prend très violemment à l'establishment, en regrettant donc que la parole populaire soit de moins en moins entendue et en regrettant le décalage enfin, qui existe entre donc entre le peuple et ses représentants. Donc là, on commence vraiment à dessiner les contours d'un virage populiste. En 2012, il arrive quatrième. Alors, j'ai plus noté, mais il a fait 11% à l'élection présidentielle, avec une stratégie déjà d'affrontement qu'on appelait front contre front. Donc lui, il me représentait le front de gauche et il voulait vraiment aller au Front National, qui est l'autre force populiste, plutôt d'extrême droite. Euh, et donc l'affrontement, il a commencé à l'élection présidentielle. Et il s'est poursuivi aux élections législatives. Donc, il est allé se présenter. Donc, Jean-Luc Mélenchon est allé se présenter aux élections législatives dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais contre Marine Le Pen. Euh, L'intérêt donc de cette circonscription, c'est que c'est une ancienne terre socialiste qui a connu une forte désindustrialisation et qui a enclenché un mouvement. Donc, les gens votaient très massivement à gauche parce que c'était des terres ouvrières, avec notamment des extractions minières. Donc, c'est le bassin minier du nord de la France. Et quand il y a eu la désindustrialisation de la France à cause de la mondialisation, de l'intégration européenne, on a vu sur ces terres-là un mouvement inéluctable qui a commencé par un, un fort taux d'abstention, et deux, un basculement d'électeurs qui votaient jusqu'ici à gauche des mouvements, pour un mouvement populiste d'extrême droite, à savoir le Front National. Donc l'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est que cet électorat, si on lui parle autrement et si on prend en considération ses spécificités, on peut le ramener dans le giron de la gauche. Là aussi, c'est une des, un, un des principes du populisme de gauche, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qu'on est en train de perdre, donc un peuple essentiellement euh, un peuple blanc, un prolétariat blanc qui votait pendant longtemps, qui votait socialo-communiste et qui aujourd'hui va vers l'extrême droite. Donc l'idée, c'est d'essayer de reparler à ce peuple-là et de l'agréger vers la gauche. Et ça passe par l'édification d'un nouveau peuple, donc une remise en place de la lutte des classes, mais sous une forme nouvelle. On va plus parler de peuple que véritablement de classe. Donc, pour en revenir à cette élection, donc Jean-Luc Mélenchon perd dès le premier tour, Marine Le Pen perd aussi au second tour, donc c'est le socialiste qui est élu, mais en revanche, cette terre-là, elle va basculer à l'extrême droite. Elle fait partie des toutes premières municipalités que le Front National va conquérir en 2014, dès le premier tour. Donc, ce qui montre un petit peu aussi la percée électorale du Front National qui, point très important, a aussi changé sur sa doctrine socio-économique. C'est-à-dire que dans les années 80, quand c'était Jean-Marie Le Pen, ses exemples absolus en économie, c'était Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Donc, enfin, néolibéraux, ultralibéraux, pour un recul de l'État dans à peu près, enfin dans l'économie en tout cas. Et là, quand Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2011, donc elle arrive à la tête du Front National, elle va adopter un discours social qui va donc accélérer la migration des ouvriers vers elle. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen est pour la retraite à 60, à 62 ans, donc elle varie un petit peu. Elle a un discours très offensif sur le néolibéralisme, même si, bon, quand on analyse vraiment son discours, elle ne remet pas en question, par exemple, le capitalisme, mais elle a un discours, on va dire, social. Et donc la stratégie d'une partie de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'essayer de donner un contre-discours pour reconquérir cet électoral. Euh, Donc, après, le front de gauche commence à battre de l'aile à partir de 2014, ça se fissure. Donc, il n'y a plus vraiment d'unité entre le parti de gauche
et le Parti communiste. Et surtout, Jean-Luc Mélenchon, là aussi, c'est un pas de plus vers la stratégie populiste. Il va briser un tabou qui existe depuis le début de la Troisième République, qu'on appelle l'union de la gauche. C'est-à-dire que tous les partis de gauche, en France, les élections se déroulent généralement en 2 tours. Les partis de gauche, il y a tout un jeu de désistement, c'est-à-dire le premier candidat arrivé en tête de la gauche va bénéficier du soutien de tous les autres candidats. Donc l'idée, c'est vraiment de faire advenir un candidat de gauche et de constituer ce qu'on appelle une union des gauches. Mélenchon dit ce n'est plus possible de raisonner ainsi parce qu'on a une partie de la gauche, et je vais développer après pourquoi, une partie de la gauche qui au- aujourd'hui clairement ne défend plus les thèses économiques et sociales qu'elle aurait pu défendre il y a quelques années. Donc pour lui, il dit il faut plus parler de gauche, il faut parler de peuple, il faut agréger au-delà de ce qu'on appelle la gauche. Il faut aussi faire le tri de ce qu'on appelle gauche, c'est-à-dire que pour lui, le Parti socialiste, ça fait un petit moment qu'il n'était plus de gauche, parce qu'il mène une politique néolibérale. Donc à partir de là, il dit non, moi, mon ralliement au candidat de gauche arrivé en tête n'est plus automatique. Et c'est quelque chose d'assez frappant parce qu'il a complètement changé sa position en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire entre 2012 aux élections présidentielles, il a appelé sans aucun problème à voter François Hollande, candidat du Parti socialiste. Mais en 2014, il a dit, bon, là, ça s'arrête. Là, le clivage, c'est plus gauche-droite, c'est peuple-élite. Donc là, vous voyez aussi une affirmation des thèses populistes. En 2017, il arrive toujours quatrième, mais il augmente son score. En 2016, il crée une sorte de machine électorale qui s'appelle la France Insoumise, qui n'est pas véritablement un parti, qui est un agrégat de partis qui tourne autour du parti de gauche. Il se présente aux élections et donc c'est la première fois depuis 1969 que le candidat arrivé en tête de la gauche n'est pas le candidat du Parti socialiste. Pour une fois, on a une gauche plus radicale qui domine le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon en 2017, qui n'a fait que 6%. Et aux législatives, il fait élire 17 députés insoumis. Ça, c'est pour le contexte personnel. Hop. Donc, on va parler là du contexte européen pour essayer de comprendre aussi d'où vient cette propension d'une certaine partie de la gauche d'aller vers le populisme. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans les pays européens, on a une sorte de consensus qui s'installe entre deux grandes forces politiques qui sont d'un côté les sociaux-démocrates et de l'autre côté les chrétiens-démocrates. Donc on est plus ou moins conservateur sur les sujets de société, mais il y a un consensus sur l'acceptation du capitalisme et en fait qui est notamment dopé par la peur du communisme, par la peur que le bloc de l'Est ne déborde à l'Ouest. Donc on a des partis sociaux-démocrates, mais qui sont radicalement anticommunistes. Et donc ce sont ces partis-là qui vont se partager le pouvoir, on va dire, des années 45-46, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au choc pétrolier de 73, et petit à petit, ça va commencer à se fissurer. En parallèle, donc, ces partis se mettent d'accord sur l'acceptation du système capitaliste, mais compensé par un système d'État-providence, une politique économique keynésienne, donc où on va plutôt faire la politique de la demande, donc, avec de grands investissements qui vont doper l'économie, et donc toujours par peur d'une menace communiste qui se trouve à l'Est. Ceci est renforcé au niveau de l'Europe par des projets d'intégration qui commencent à être économiques. En 1952, on a la communauté économique pour le charbon et l'acier, qui donne ensuite le traité de Rome en 1958, qui est l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Alors, tout ceci se fait sur des considérations donc de paix est très important parce qu'on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a ce côté
comment dire, de rapprochement entre la France et l'Allemagne, qui sont le cœur de ce dispositif, mais aussi d'un marché unique. Donc il y a vraiment une logique de marché qui va primer sur les questions politiques. Euh, Ensuite, donc on a le premier choc pétrolier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on a le premier choc pétrolier fin des 30 Glorieuses. 79, point très important, arrivée de Margaret Thatcher à la tête du Royaume-Uni. Un an après, c'est Ronald Reagan. Et là, c'est vraiment le cycle néolibéral qui va s'installer dans le monde occidental avant donc, de se généraliser. Et petit à petit, on va avoir une conversion, y compris des partis de gauche, aux thèses néolibérales. En 86, par exemple, au niveau européen, on va mettre en place le système, ce qu'on appelle l'acte unique, qui est un système de marché unique européen basé sur les règles du libre-échange telles que promues par le système néolibéral. Et c'est mis en place par un socialiste français, donc Jacques Delors. Euh, Ça va se répercuter, y compris sur la vie politique française. Donc, en 81, il y a Mitterrand qui arrive au pouvoir avec un projet quand même très ancré à gauche. Il nomme donc il arrive au pouvoir à la présidentielle, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Il va gouverner dans un premier temps avec les communistes. Il va vraiment mener une politique de gauche. Nationalisation, on va passer aux 39 heures, il va ajouter une cinquième semaine de congés payés, abolition de la peine de mort, dépénalisation totale de l'homosexualité. Mais en revanche, ça ne va durer que 2 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, la France va avoir un choix. Il y avait un système, ce qu'on appelle le système monétaire européen, qui est un système de change fixe entre les pays de l'Union européenne, qui, pour se maintenir, nécessite une politique austéritaire. Et donc, Mitterrand va avoir le choix soit de continuer son projet vraiment socialiste, son programme socialiste, soit de rester dans le projet européen. Il choisit le projet européen et va s'ouvrir une parenthèse néolibérale qu'on a appelée le tournant de la rigueur, qui ne va jamais se fermer. Et à peu près à la même année, on commence à voir l'émergence de plus en plus importante du Front National. Donc c'est ces deux éléments qui vont expliquer le changement de trajectoire de Jean-Luc Mélenchon, parce que petit à petit, il ne se reconnaît plus du tout dans le Parti socialiste, qui en réalité s'est converti au néolibéralisme et qui ressemble de plus en plus à la droite classique, c'est-à-dire qui procède à des privatisations, qui signe des traités de libre-échange, etc. Donc petit à petit, il y a toute une partie de la gauche qui va se sentir trahie. En 92, il y a le traité de Maastricht. La gauche, globalement, va appeler à voter pour. Et une partie de la droite de gouvernement aussi va appeler à voter pour. Donc là aussi, on va choisir l'intégration européenne sur les valeurs, que ce soit de gauche ou de droite. Le référendum va être adopté à une petite majorité, donc de 51%. Et il va y avoir déjà un premier clivage dans dans les clivages classiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le clivage gauche-droite, c'est-à-dire au sein de la gauche, on va trouver des gens qui sont pour ou contre Maastricht, idem pour la droite. En 2005, on va aller un cran de plus vers cette intégration néolibérale, et là, il va aussi y avoir une division. Donc, au sein du PS, Mélenchon va faire partie de ceux qui votent contre ce projet. Et là, on va voir quelque chose, un gros décalage, si vous voulez, entre la majorité des élites politiques et médiatiques qui étaient pour le référendum et le peuple français qui avait tendance à être plutôt contre. Donc le non va l'emporter avec 54,67%, avec une forte participation quand même de presque 70%, du même acabit que Maastricht. Donc là, il y a clairement un désaveu populaire de la classe politique dans son ensemble qui était plutôt pour, en tout cas les partis influents étaient plutôt pour. Et le problème, c'est que cette volonté populaire va être trahie. Donc le fait que les Français aient voté contre, puis il y a eu les Néerlandais, donc on a arrêté le processus. Sauf que euh, ce texte-là va être adopté, mais dans un autre registre, c'est-à-dire qu'on va le rebaptiser traité de Rome, on va garder
quasiment intacte la structure du texte, donc les mêmes dispositions. Et comme finalement il y a eu deux peuples, en tout cas, qui ont voté contre, on va privilégier le passage par la procédure parlementaire. Par exemple, en France, euh, un traité international, il est soit ratifié par le Parlement, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, soit par référendum. Donc en 2008, le Parlement français va adopter le texte qui a été rejeté par le peuple français. Et, et là, il va y avoir, donc ça va donner du grain à moudre à tous les populistes qui vont dire, mais finalement, ce n'est plus une démocratie. C'est que d'une part, vous nous proposez de voter pour un texte, et puis si vous n'êtes pas content, ben, vous l'aurez quand même. Et ça va devenir caricatural à un tel point, vraiment le cas de l'Irlande est significatif en ce sens. Euh, En Irlande, on est obligé de passer par référendum. Donc le texte est soumis à référendum, les Irlandais le rejettent dans un premier temps, on les fait revoter sur strictement le même texte pour qu'ils finissent par l'adopter. Donc, si vous voulez, la conception de la démocratie s'en trouve fortement ébranlée, c'est-à-dire la volonté populaire, elle est clairement pas respectée et c'est totalement assumé par les élites. Toujours en 2008, c'est ce moment que choisit Jean-Luc Mélenchon pour quitter le PS, dont la quasi-intégralité des députés et sénateurs ont voté pour le traité de Maastricht, donc contre le peuple. Et donc c'est là que va commencer son aventure populiste. J'ai parlé tout à l'heure du livre Qui s'en aille tous. On y retrouve des éléments populistes, un rejet de l'oligarchie. Il théorise aussi le rejet des médias traditionnels qu'il présente comme un petit peu les sous-fifres du pouvoir. Il y développe aussi le stratégie qu'on appelle du bruit de la fureur, c'est-à-dire vraiment des sorties de plus en plus tonitruantes, une agressivité sur les médias envers les journalistes. Et donc tout ceci, donc on sort de 2008, on arrive en 2011. 2011, il y a la révolution tunisienne et qu'il y a des répliques sismiques un petit peu partout, y compris en Occident, notamment par les indignés en Espagne ou Occupy Wall Street aux États-Unis. Jean-Luc Mélenchon est très admiratif de ces mouvements, donc de ces moments populistes, pour employer les bons termes. Et il va écrire un livre qu'il va publier en 2014 qui s'appelle L'ère du peuple, où il va s'inspirer de ces moments. Donc, pour les Tunisiens que nous sommes, il y a quelque chose quand même d'assez drôle, c'est-à-dire que parmi les moments populistes qu'il voit et qui l'inspirent, il y a Artisam Rahil Fibart. Il trouve que c'est aussi une expression de la volonté populaire et que c'est une organisation qui l'inspire. Euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'il va abandonner, donc il va sortir de ce qu'on a appelé le front de gauche et il va mais totalement abandonner le mot gauche pour le mot peuple. Et il théorise ça notamment dans l'ère du peuple. Il explique notamment que il y a une gauche officielle, donc on est au moment où François Hollande est élu en 2012 et où le PS détient tous les pouvoirs. Il est hégémonique à l'Assemblée, au Sénat, dans la majorité des grandes villes françaises, des régions et des départements français. Donc jamais la gauche n'a été aussi puissante, mais jamais la gauche n'a été aussi de droite aussi. C'est-à-dire, François Hollande mène une politique anti-keynésienne, donc une politique de l'offre. Il nomme Manuel Valls Premier ministre, il nomme Emmanuel Macron ministre de l'économie, il fait la réforme du marché du travail, donc autant de tabous de gauche que François Hollande brise. Donc ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il dit, maintenant quand on dit gauche, en fait, je suis identifié à François Hollande qui a une politique antipopulaire. Donc je préfère cette confusion gauche social-libéralisme. Et je choisis le mot peuple parce que maintenant, il faut aller au-delà de la gauche, il faut récupérer les éléments populaires qui sont partis au Front National et plus généralement, le mot gauche, il trouve que il a été sali par les sociodémocrates, sociolibéraux. Donc l'idée, c'est de récupérer donc, ce que je vous ai dit, les classes populaires blanches, ce que le sociologue Christophe Guilluy appelle la France périphérique, qui soit s'abstient, soit vote de plus en plus Front National.
Et là, il va être influencé par les écrits de Chantal Mouffe, qui est d'ailleurs officiellement une de ses conseillères politiques, donc la politologue belge campagne d'Ernesto Laclos, qui va lui proposer une stratégie populiste. Donc là, j'ouvre une parenthèse conceptuelle. Pour Chantal Mouffe, le populisme n'est pas une idéologie, c'est une stratégie. Donc, il s'agit pour elle d'agréger les dominés selon ce qu'elle appelle des chaînes d'équivalence, c'est-à-dire que va prendre tous les cas de domination, le cas de domination classique qui est la domination des ouvriers par la classe bourgeoise, mais aussi les nouvelles expressions de domination, c'est-à-dire les féministes contre le patriarcat, les LGBT, les ouvriers, les immigrés contre la domination des peuples autochtones. Et elle va théoriser la remise du conflit au centre du jeu, c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, assumer une conflictualité, et, il faut arrêter avec ce qu'elle appelle le consensus mou. Euh, et, et ce faisant, ils vont réhabiliter le penseur allemand conservateur Karl Schmitt, qui un temps était le théoricien du nazisme, donc qui lui explique que oui, la politique doit être basé sur un antagonisme, donc entre le eux et le nous. Carl Schmitt a quand même été, comme je vous l'ai dit, théoricien du nazisme, donc il a quelques éléments sulfureux. Donc ce que se propose de faire Chantal Mouffe dans un livre qui s'appelle L'illusion du consensus, c'est de prendre des éléments de Carl Schmitt et d'en rejeter d'autres. Donc évidemment, rejeter toute la partie domination nationaliste, peuple pur, etc. Donc on n'est pas du tout sur un registre nationaliste ou xénophobe, mais on récupère de Carl Schmitt cette division claire entre eux et nous, c'est-à-dire le consensus. euh, euh, le consensus, c'est de l'anti-politique. Il faut un minimum de consensus sur les règles du jeu, ça c'est quelque chose qu'elle assume totalement. Mais maintenant, une fois que les règles sont établies, il faut clairement distinguer, enfin, ou en tout cas assumer les antagonismes. Donc elle va développer ce qu'elle appelle l'agonisme, qui est une sorte de terrain médian entre le libéralisme au sens politique du terme et la théorie de Carl Schmitt. C'est-à-dire de Carl Schmitt, elle va récupérer l'établissement de clivages clairs, ce que Carl Schmitt appelle la distinction ami-ennemi, sans en finir avec le pluralisme. Parce que quand on va au bout de la logique de Carl Schmitt, il faut qu'il y ait un État fort, et cela passe par le gommage de toutes les différences et donc la fin du pluralisme. Donc elle dit, je garde le pluralisme évidemment, mais je me différencie du libéralisme politique en ce sens où il faut garder le pluralisme tout en réhabilitant la nécessité du conflit et en finir avec la neutralité, c'est-à-dire le libéralisme suppose une neutralité totale de l'État, c'est-à-dire il y a une concurrence entre plusieurs partis politiques, et il n'y a pas une charge de... Il n'y a pas des valeurs, par exemple, qui sont accolées à l'État. Donc c'est celui qui gagne. euh, Enfin, le peuple, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment un soubassement de valeurs qui existent. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les républicains français, c'est-à-dire que la France se définit plus comme une république que comme une démocratie, c'est-à-dire qu'il y a un substrat de valeurs sur lequel on ne va pas transiger. Donc, pour Chantal Mouffe, ça va être les valeurs, on va dire, socialistes. Mais en même temps, on va laisser faire aussi un certain pluralisme. Donc, elle essaye de trouver vraiment ce schéma médian. Donc la solution pour elle, c'est préférer l'agonisme à l'antagonisme schmittien, qui signifie la fin de la démocratie libérale, assumer une opposition radicale avec l'adversaire, tout en reconnaissant sa légitimité. C'est-à-dire que, il y a des points sur lesquels on est définitivement irréconciliable, mais vous avez parfaitement le droit de défendre un point de vue qui n'est pas le mien. Et c'est là où on se distingue de Carl Schmitt et avoir des clivages, eux, nous, compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie libérale. Donc il est hors de question que quand j'arrive au pouvoir, je mette tous mes opposants en prison. Donc ça, c'était pour on va dire, la parenthèse conceptuelle
qui a beaucoup travaillé Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Donc en 2017, on arrive à une campagne qualifiée en tout cas par les politologues de populiste de Jean-Luc Mélenchon. Donc on a François Hollande qui est tellement faible dans les sondages qu'il décide de pas du tout se représenter. On a aussi l'affaire François Fillon, donc le candidat de la droite classique, enfin, qui se voyait déjà président de la République et éclate pour aller vite, une affaire de corruption, de détournement de fonds pour être plus précis, qui va plomber sa campagne. Et donc, il va donner aussi du grain à moudre aux populistes qui vont expliquer, voilà, que l'establishment est pourri, etc. Mélenchon, il va lancer la France insoumise et il va assumer un discours souverainiste de gauche. Souverainiste de gauche en France, c'est le refus de l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement, qui, pour les souverainistes de gauche, ne peut être que libérale. Donc il est impossible d'avoir une politique sociale socialiste dans le cadre des traités européens. Euh, il se base aussi sur le précédent Syriza, donc la première fois qu'une coalition populiste de gauche radicale est arrivée au pouvoir. Tsipras a été élu sur un programme contre l'austérité en Grèce. Il a été conforté par un référendum contre l'austérité, mais il a dû céder aux injonctions de la Troïka, donc Banque centrale européenne, Union européenne et FMI. Et donc il a mis en place un régime austéritaire. Et donc ça, c'est très très mal vécu dans les autres gauches radicales européennes. On a aussi des déclarations du président de la Commission européenne, toujours dans l'affaire grecque, où il dit il ne saurait y avoir de démocratie face au traité. On est aussi quelques mois après le Brexit au Royaume-Uni. Et donc, Jean-Luc Mélenchon assume totalement un programme qu'il appelle le plan A, plan B. Soit on va désobéir aux traités qui nous interdisent de faire une politique sociale, soit le plan B, on quitte l'Union européenne, donc on fait une sorte de Frexit. Euh, Dans sa critique de l'Union européenne, il va s'attaquer à la question très sensible des travailleurs détachés. Donc, les travailleurs détachés, ce sont des ressortissants de l'Union européenne qui vont pouvoir travailler dans un autre pays et qui vont cotiser, qui vont avoir les cotisations sociales du pays d'origine. Concrètement, ça va être des gens qui vont venir de pays de l'Est, dont le système social est plus faible que les pays de l'Ouest de l'Union européenne. Ils vont avoir des salaires plus importants, donc il y a un intérêt pour le travailleur lui-même, mais ils vont coûter moins cher parce qu'ils vont cotiser à la sécurité sociale de leur pays. Et donc là, ça crée un dumping social. Et donc quand Jean-Luc Mélenchon en a parlé, il a employé une expression un petit peu maladroite qui était ils sont en train de voler le pain des Français, qui est généralement une expression d'extrême droite. Ça a été vu comme une expression raciste. L- Et je pense que ça a été plutôt mal compris, puisque là, il visait aussi des citoyens européens, donc on n'est pas dans le racisme systémique des Occidentaux face aux travailleurs immigrés qui viennent typiquement du sud de la Méditerranée. Mais il a remis en jeu cette question qui est très importante et qui est reprise par tous les populistes aussi pour dire c'est pas possible, c'est quelque chose c'est une critique qu'on retrouve aussi bien chez Mélenchon que chez Le Pen. Après, il va aussi être le chantre de l'alliance bolivarienne avec le Venezuela, dont il s'inspire beaucoup de l'expérience chaviste, même s'il reconnaît qu'avec Nicolas Maduro, c'est un petit peu, disons que il y a eu des erreurs mortelles, notamment le fait de tout axer sur le pétrole. Mais il estime que la révolution bolivarienne, donc au Venezuela, est quelque chose qui l'a inspiré. Euh, là, il refuse de la méthode de l'union de la gauche. Il ne trouve aucun compromis avec le candidat PS Benoît Hamon, même si Benoît Hamon a été élu sur un programme plutôt radical pour quelqu'un du PS. Il va aussi être sur les réseaux sociaux, avec une présence très très importante sur les réseaux sociaux. Il va maîtriser les codes des réseaux sociaux et il va
théoriser ça, il va dire, je vais avoir mes propres émissions sur les réseaux sociaux parce que comme ça, je pourrais parler directement au peuple. Donc on a une communication directe. Ça lui permet de critiquer l'establishment, et notamment l'establishment médiatique, les médias mainstream, et aussi d'établir un lien direct entre le peuple. Là aussi, on retrouve une autre caractéristique des dirigeants populistes. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité la plus influente sur les réseaux sociaux, loin devant Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui non seulement a très vite compris l'intérêt des réseaux sociaux, mais on a aussi maîtrisé les codes. Aux élections législatives, il obtient, donc ça on l'a dit, 17 députés. Il arrive à avoir quelques conquêtes sur des territoires qui allaient basculer Front National, donc au nord-est de la France. Mais l'essentiel de son électorat, c'est les grandes villes et les banlieues à forte population issue de l'immigration. Il va avoir dans ses troupes les chevènementistes, donc vraiment les souverainistes de gauche de la première heure, mais très vite ça va se fissurer parce que ce que je viens d'indiquer, son programme ne trouve pas forcément d'écho dans ses troupes et dans son électorat. Donc petit à petit, il va délaisser cette stratégie populiste parce qu'il y a une réalité électorale qui fait qu'il est essentiellement élu par des CSP+, et par des banlieusards, donc, dont en tout cas les attentes ne coïncident pas forcément avec toute la théorie populiste. Donc petit à petit, il va quitter donc cette rhétorique populiste. Ça commence par l'abandon progressif de la question souverainiste. Là, il n'est plus du tout question de quitter l'Union européenne. Point très important, y compris le Front National maintenant ne parle plus du tout de quitter l'Union européenne. On va revenir sur des divisions plus classiques à la gauche. Donc il va avoir tendance à parler d'islamophobie, d'assumer un discours contre l'islamophobie, y compris contre une partie de la gauche, parler du racisme systémique, des violences policières. Donc on revient vraiment à des sujets de société qui touchent une partie de son électorat. Aux dernières élections, il a eu à peu près 70%, enfin 70% des électeurs assimilés musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit clairement un changement de stratégie. Et le changement de stratégie va aller encore plus loin avec la NUPES, c'est-à-dire aux élections législatives de 2022. Il arrive quand même quatrième, non, pardon, il arrive troisième à l'élection présidentielle de 2022. Et il va relancer l'union de la gauche avec donc la NUPES. Il va s'allier au Parti socialiste qu'il a conspué pendant des années, à Europe Écologie Les Verts. La seule différence avec les anciennes unions de la gauche, c'est que ça se fait quand même sous la houlette d'un parti radical de gauche, donc du Parti de la France insoumise. Il y a quelques éléments populistes qu'on continue à avoir, donc notamment son, il n'abandonne pas totalement le mot peuple. Il a toujours du mal à parler de la gauche. Il parle de la NUPES, mais le mot gauche, il a toujours du mal à le retrouver. Dans certaines de ses troupes, on retrouve des personnes qui restent sur le logiciel populiste, tels que François Ruffin, journaliste qui est devenu député. Et après, il abandonne aussi le populisme de gauche qui est récupéré petit à petit par son rival, qui est le secrétaire général du Parti communiste français, qui est Fabien Roussel, donc qui lui va de plus en plus assumer cette division gauche-peuple et même peuple blanc, même s'il ne le dit pas comme ça, mais il va avoir tendance à draguer le prolétariat blanc. Juste pour résumer, donc les éléments communs qu'on retrouve dans cette expérience populiste, c'est on a un chef charismatique, hein, clairement Jean-Luc Mélenchon. Les gens votent avant tout pour Mélenchon avant de voter pour la France insoumise. Même s'il a abandonné la direction, il reste le grand Manitou et c'est lui qui continue à dresser les principales lignes. Il n'est pas exclu qu'il se présente en 2027. Il va prôner une certaine horizontalité dans l'organisation de la France insoumise, donc il n'y a pas vraiment il y a pas de section comme au Parti socialiste, au Parti communiste, chacun peut créer sa propre cellule avec un semblant d'horizontalité, mais en réalité, c'est un pouvoir hyper centralisé
au sommet, donc il y a quelques personnes qui décident de tout. Et l'horizontalité, c'est vraiment du marketing. Il y a une présence accrue sur les réseaux sociaux et une distinction nette entre eux et nous. euh, Sans la question nationaliste, hein, on n'est pas le eux, c'est pas les noms blancs. Il y a un discours offensif contre les médias qui continue. Il y a une remise en question des instances non élues, par exemple la Commission européenne. Voilà, c'est un sujet qui est souvent mis en avant par la France insoumise pour dire, voilà, on a une commission non directement élue qui impose sa volonté à des gouvernements élus. Il y a un souverainisme en matière économique. Et il y a une dénonciation du compromis et du consensus des élites. Voilà, j'ai été un petit peu long. J'espère avoir fait le tour et donc je suis à votre disposition pour les questions.